je suis géographe, chercheur associé donc à l'UMR-PACT à l'Université Grenoble-Alpes, où j'ai soutenu ma thèse il y a un an. Et je vais profiter de mon cas d'étude de thèse de bois-énergie et de travaux théoriques que j'ai poursuivis depuis un an, donc cas d'étude du bois-énergie, pour parler de la tension entre une ressource considérée selon un paradigme néoclassique comme une ressource privative, et puis les intérêts publics face à des tentatives de valorisation climatique dans le cas du bois-énergie. Donc je vais commencer par présenter rapidement des alignements des arènes énergétiques et forestières et les mutations récentes. Avant de m'intéresser, quand j'ai vu l'appel sur le capital environnemental, en fait il m'a interpellé parce qu'il y a deux fronts de recherche sur lesquels je travaille, et la grille telle qu'elle était présentée m'a interpellé par rapport à deux fronts de recherche. Donc je présenterai rapidement ces deux fronts de recherche et en quoi, pour moi, ils ont fait sens avec l'appel à communication. Avant de me concentrer sur le déplacement de valeurs environnementales à partir de mon cas d'étude, et comment des processus d'écriture du potentiel prennent place, et en quoi ça participe au problème que je veux traiter, qui est le déplacement entre la transition entre un bien privé et puis un bien commun. Donc, dans mon introduction, je vais commencer par montrer le changement de statut de la forêt et de l'énergie, et puis le problème que ça pose avec la mise en tension d'intérêt. Donc, excusez-moi pour le petit décalage de légende, il y a eu un petit problème dans le code de ma figure, j'avais pas le temps de le corriger juste avant la présentation. Elle reste quand même lisible. Ce que je veux souligner, c'est que le bois-énergie est la première source d'énergie renouvelable en France. Alors, jusqu'au 19e siècle, la forêt était la première ressource énergétique. Et puis, avec l'essor du charbon, puis au 20e, des hydrocarbures et le déploiement du nucléaire, elle est devenue un peu une énergie réservée à des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, en milieu rural, une énergie d'appoint, donc ce qui me pousse à l'appeler une énergie un peu du fond de la classe, c'est la dernière des énergies qu'on utilise. Et ce statut a changé avec le déploiement, la volonté de déployer des énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années, et en parallèle la mise en place de nouveaux types de combustibles, la plaquette, le granulé, beaucoup plus efficace, de nouveaux poêles aussi beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, la biomasse et donc le bois-énergie qui est dedans sont au premier rang en fait des politiques. Dans les politiques, c'est la biomasse qui occupe la part la plus importante des objectifs fixés par la France. Donc, ces politiques vont remettre en cause en fait l'accès au stock de bois en forêt, puisque donc, comme je l'ai dit, il y a eu une dissociation progressive des arènes forestières et énergétiques depuis la révolution industrielle, qui étaient largement documentées par des travaux il y a une quinzaine d'années, ça a poussé cette dissociation a permis la constitution d'un corps d'ingénieurs des eaux et forêts, poussé par l'État, qui a élaboré et cristallisé un peu un savoir-faire sur la gestion forestière. Et les conséquences de ce savoir-faire, c'était la configuration en fait, d'un régime socio-technique particulier, avec d'abord une hiérarchie des usages très stricte qui prévaut depuis un siècle et demi. Donc la biomasse sert d'abord à l'alimentation, donc ça c'est plutôt pour la biomasse non ligneuse, et à la construction, donc le bois d'œuvre, et l'énergie ne vient qu'en dernier. C'est les rebuts, ce qu'on appelle les rebuts, c'est les déchets, les sous-produits de l'industrie du bois ou de l'exploitation forestière qui doivent servir dans ce régime socio-technique à faire de l'énergie. Ça a eu pour effet de conférer à la forêt un statut de patrimoine privé, puisque la structure de la propriété en France, c'est une propriété qui est aux 3/4 privée, et donc la forêt est devenue un lieu de capitalisation. Le bois est une valeur sur pied qui ne se perd pas, qu'on peut transmettre de génération en génération. Ce patrimoine privé est marqué par le fait que 60% des propriétés sont inférieures à 1 hectare.
donc avec une gestion, un morcellement qui participe très fortement à ce patrimoine privé, à cette représentation. Donc le problème que je veux traiter aujourd'hui, c'est la mise en tension entre ces politiques qui visent à développer les énergies renouvelables et puis ces intérêts privés qui s'en servent bien dans une logique économique néoclassique où la forêt est un bien privatif pur, c'est-à-dire un bien où on peut exclure les autres usagers sur chaque parcelle. Alors il y a quelques pratiques comme l'affouage dans des forêts communales où plusieurs usagers, les habitants de la commune peuvent venir prélever leur bois, mais ça reste marginal. L'immense majorité de la forêt en France, il y a un propriétaire qui la gère entièrement. Donc ça veut dire que les coûts et les bénéfices sont à la charge ou reviennent au propriétaire. Et cette logique rentre donc en tension avec la plus-value publique et commune qu'on veut en tirer aujourd'hui au nom du climat en tant que bien collectif, donc réduire les émissions de CO2 et donc le déplacement de valeurs qu'on veut attribuer à l'environnement, donc ici sur le cas de la forêt. Donc ça m'amène en fait à questionner, donc il y a deux fronts de recherche dans ma présentation en parallèle. D'un côté, les processus de transition, comment est-ce qu'ils prennent place, et puis comment se redéfinit le bien commun et implicitement la justice, les questions de justice et d'équité qui y sont liées. Donc les questions de transition, donc c'est quelque chose qui est traité depuis une bonne trentaine d'années en sciences sociales, depuis qu'il y a eu des travaux qui ont montré que les techniques étaient des constructions sociales, ce qui a largement inspiré plusieurs approches, notamment des travaux sur l'acteur réseau avec Acriche, Calmont, Latour et d'autres, mais aussi des économistes qui ont pris des théories d'économie évolutionnaire et qui ont fait un pont avec les STS, les Science and Technical Studies. Et l'approche principale qu'on a résultée, c'est la Sustainability Transitions Approach. Alors je suis désolé de le mettre en anglais, mais c'est une littérature qui est principalement anglophone. Elle est très peu ou pas mobilisée dans des revues françaises, avec trois sous-courants. Le sous-courant le plus important, c'est la perspective multiniveau, avec des auteurs comme Gaël Schott, qui en fait s'intéressent à des processus d'innovation et qui voient la transition comme le passage d'un régime, donc une cristallisation de normes, d'habitudes, de façon de travailler, donc d'un régime à un autre, et sous l'influence d'une niche, et puis également d'influences macro qui sont représentées par ce qu'ils appellent un paysage. Il y a deux autres approches qui sont un peu plus anciennes pour la Technological Innovation System et un peu plus récente pour Strategic Niche Management, qui, bon, c'est plus purement économie pour la première, plus management pour la seconde, donc moi je m'y intéresserai moins là dans la communication. Ces théories donc, qui ont été développées principalement dans les années 2000 sur les perspectives multiniveau, mais le niveau n'a pas un sens, dans cette approche, n'a pas un sens spatial, a un sens vraiment institutionnel, théorique. Et donc, plus récemment, il y a des auteurs anglophones qui ont appelé à une géographie des transitions, donc pour mieux étudier le rôle des relations socio-spatiales dans les trajectoires de transition, et avec des auteurs comme Gavin Bridge qui ont souligné le besoin d'un langage conceptuel pour venir déployer les composantes spatiales dans les transitions. Dans son cas, c'était la transition énergétique, mais c'est des langages génériques qui peuvent s'appliquer à différents types de transitions. Le second front de recherche, donc c'est le bien commun qui a déjà été traité là, dans plusieurs communications et dans les discussions précédentes. La question du bien commun, en fait, elle a été développée en économie d'abord, puisque elle vient du paradigme néoclassique tel qu'il a été développé par des auteurs comme Samuelson et ensuite appliqué aux ressources avec le fameux texte de Hardin sur la tragédie des communs qui concluait dans le cas d'un bien collectif impur, donc où il y avait plusieurs usagers qui étaient rivaux sur l'utilisation d'une même ressource, à la nécessité d'un léviathan, c'est-à-dire d'un acteur capable d'imposer une régulation pour éviter la surexploitation du stock en question. Les travaux d'Elinor Ostrom, enfin
pas que d'Elinor Ostrom, mais de l'économie néo-institutionnelle avec Elinor Ostrom en figure de proue, ont montré qu'il y avait des régulations alternatives qui étaient possibles sur ces biens collectifs impurs. Et ça a ouvert la voie à des travaux sur un sens plus large, un sens politique, sur la gouvernance et la notion de bien, et de bien pas seulement dans le sens bien économique comme les objets, mais dans le sens de faire le bien, produire quelque chose collectivement, et donc qui peut, je vais le développer, qui a un intérêt particulièrement donc, sur cette confrontation, cette tension entre des enjeux globaux, donc la réduction du CO2, et des enjeux privés comme l'augmentation de la production en forêt privée, qui sont des enjeux classiques dans les approches forestières. Donc, pour en venir au bois énergie, pour comprendre l'idée de ressources telle qu'elle est attachée au bois énergie et les enjeux par rapport à la notion de capital environnemental, il faut commencer par identifier un peu les traductions qui sont attachées à cette notion, celles qui vont la structurer et qui vont la construire. Et donc le potentiel en bois énergie s'exprime par trois grandes traductions que je vais détailler là. La première grande traduction, c'est une traduction nationale. Pour connaître le potentiel en bois énergie, vous avez soit des études locales qui vont vous montrer sur un territoire donné quelle est la ressource disponible, à quel coût, mais qui ne vont pas vous permettre de... Il n'y a pas d'études suffisamment larges pour travailler, peu d'études à l'échelle régionale. Il y a surtout des statistiques nationales, voire européennes. Ici, j'ai utilisé un fond de carte, enfin des données pour ma carte du Corinne Landcover, qui vont montrer un potentiel important en croissance. Il y a 80 millions de mètres cubes de bois par an en France d'accroissement forestier, et la moitié ou à peine est exploitée. Et donc, il y a un potentiel très important, mais ce que ne montre pas cette carte, c'est un peu la traduction forestière de ce potentiel, c'est l'accès à la ressource. Donc ici, par exemple, on a une coupe à câble sur les piémonts du Vercors, à côté de Grenoble, on voit Grenoble à l'arrière-plan. J'ai déjà parlé du morcellement qui constitue un frein pour accéder à la ressource. Et on a aussi des questions physiques d'accès à la ressource, donc qui vont augmenter les coûts, qui vont poser des questions techniques qui ne sont pas visibles à travers la traduction nationale du potentiel, qui pourtant alimente une grande partie des politiques forestières. Et donc, ces traductions forestières, elles vont passer par des normes, une terminologie, on va parler de mètres cubes, de ster, etc. Et ça va compliquer le captage du potentiel énergétique qu'il y a derrière, le captage par les énergéticiens pour aller vendre dans un autre langage encore du mégawatt aux usagers. J'ai essayé de suivre un peu ces différentes traductions, comment elles se déployaient à travers différentes arènes. Et ce que j'ai identifié, c'est qu'il y avait deux grandes étapes du potentiel. Une première séquence où la notion de potentiel était plutôt considérée comme un potentiel intuitif, et puis une deuxième séquence où ce potentiel s'est rationalisé. Donc la première séquence, le déploiement sous sa forme actuelle, on va dire du bois énergie avec des plaquettes, des granulés, des grandes chaufferies collectives, date des années 70, 80, même plus tôt. Et au début, il s'agissait plutôt d'initiatives militantes, individuelles, adossées à un gisement, par exemple une industrie de la filière forestière, ou bien une commune rurale avec un gisement particuliers, qui ont été aidés par des associations qui sont devenues un peu plus tard les espaces info-énergie. Deuxième partie de cette séquence, des plans bois énergie développement locaux pilotés par l'ADEME au niveau régional, mais qui visaient essentiellement à mettre des moyens sur du matériel technique, des broyeuses, des hangars, des chaufferies. À aucun moment on ne remettait en cause la disponibilité du bois, la présence de bois. Un tournant a été pris à la fin des années 90 avec la multiplication des engagements internationaux, notamment Kyoto, qui ont poussé la France à mettre en place
des grands appels à projets pour produire de l'électricité renouvelable, donc pilotée par la Commission de régulation de l'énergie. Et pour le bois, c'est passé par des appels à de la cogénération, c'est-à-dire la production conjointe de chaleur et d'électricité. Et là, un tournant a été pris parce que l'ACRE a lancé des incitations pour des très gros projets, donc qui ont invité en fait les industriels de l'énergie qui n'étaient pas du tout présents sur ce marché avant à venir se positionner sur des projets qui faisaient chacun plusieurs centaines de milliers qui consommaient chacun plusieurs centaines de milliers de tonnes de bois par an, alors que dans la phase précédente, on était sur des projets qui consommaient quelques centaines de tonnes de bois ou milliers de tonnes de bois, exceptionnellement dizaines de milliers. Et donc, une explosion de la demande qui a fait se lever pas mal de boucliers de la part des acteurs forestiers, avec la mise en place d'outils comme le plan d'approvisionnement territorial porté par la Fédération nationale en fait, des communes forestières, qui visait à montrer qu'au niveau local, c'était seulement au niveau local qu'on pouvait avoir la connaissance suffisante de la ressource pour éviter donc, de brûler trop de CO2 dans l'exploitation forestière pour le bois énergie, puisqu'il faut savoir que le bilan du bois énergie est neutre au mieux, il n'est pas positif. Entre le CO2 qu'on brûle, qu'on émet en brûlant le bois et puis celui qui est recapté par les forêts en croissance si on a une gestion durable. Et donc, il y a une rationalisation progressive avec la mise en place de bases de données, d'observatoires de la ressource, comme ici l'outil de Rhône-Alpes, Ospera, porté par des acteurs institutionnels rhône-alpins, qui sont venus accompagner la mise en place de dispositifs plus modestes et plus ambitieux, mais plus mesurés que les crues. Et donc cette rationalisation, ce qu'elle montre, c'est en fait des processus d'écriture de l'échelle, et il y a presque une métonymie de l'échelle avec la cristallisation en fait, d'arguments autour d'une notion scalaire, où l'argument national une logique nationale va porter une rationalité industrielle, comme la seule à même de pouvoir développer vraiment le bois énergie de manière large, en permettant des économies d'échelle, face à des tenants plutôt du local, qui présentent le local comme le garant du durable, car c'est là qu'on a un bilan CO2 neutre, et qui présente le local aussi qui construisent des référentiels pour décrire le local comme le lieu du réel. Et donc ce que cette écriture de l'échelle montre, et là j'en arrive à ma dernière partie sur la tension entre bien privé et bien commun, c'est cette tentative un peu à travers ces observatoires de conciliation entre intérêt privé et bien commun, qui est quelque chose en fait, cette tension qui a une tension sous-jacente à ces conflits, et que j'ai pu identifier en analysant donc, les différents observatoires dont je parlais, observatoires, SIG, base de données autour du bois énergie. Donc, en analysant ces observatoires, j'ai observé 4 finalités. D'abord, des observatoires qui cherchaient certains qui plutôt sur les flux, donc d'un côté les flux de matières premières, et puis d'autres sur les flux sortants, quoi, finalement les émissions de gaz à effet de serre. Et puis 2 autres finalités, là plutôt statiques, avec d'un côté la disponibilité de la ressource et puis de l'autre côté la consommation en bois énergie. Donc ça m'a permis de représenter à partir d'une analyse qualitative ces différents observatoires. Et donc ce que ça montre, c'est la tension déjà connue, identifiée dans les politiques entre la forêt et l'énergie. Mais ce que montre surtout ce schéma, c'est cette impensée qui est là, qui est cette tension donc, entre d'un côté des intérêts privés, puisque les questions de consommation de flux de matières premières, on touche là à des intérêts privés, et puis entre des intérêts publics, donc les émissions de gaz à effet de serre, la disponibilité de la ressource, donc la présence de la forêt et de tous les services publics qu'elle engendre. Et donc, on en arrive là en fait aux limites de l'approche substantielle, donc de l'approche néoclassique. Donc c'est quelque chose de bien connu, mais juste pour rappel, j'ai remis la typologie néoclassique des biens, donc qui différencie les biens rivaux et les biens non rivaux. Et puis, selon si ces biens
permettent d'exclure au nom des usagers. On a un bien privatif pur, donc par exemple vos vêtements, votre maison, puis des biens privatifs impurs où vous pouvez avoir plusieurs usagers en même temps. Il n'y a pas de rivalité d'usage. Et en revanche, quand il n'y a pas d'exclusivité possible, si vous êtes sur un bien non rival, vous êtes sur un bien collectif pur comme l'éclairage public, ça ne pose pas de problème particulier. Par contre, et c'est là-dessus que se concentrent les travaux de l'économie néo-institutionnelle, donc Hardin, puis Hardin n'était pas néo-institutionnel, mais Ostrom, c'est sur les problèmes que posent les biens collectifs impurs, donc par exemple l'accès à la ressource en eau, à une ressource halieutiques, etc. Et donc, cette typologie, elle est inopérante dans le sens où, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait deux axiomes, un axiome de composition, un axiome d'autorité sur la ressource, à savoir il faut qu'il y ait un groupe qui ait la maîtrise de la ressource et qui se mette d'accord sur un projet commun. Donc, or, le droit de propriété n'est pas un droit absolu. En France, par exemple, sur la propriété forestière, les propriétaires sont tenus, s'ils sont dans une zone à risque incendie, d'effectuer des travaux spécifiques pour les risques incendies. Si leur propriété dépasse 25 hectares, d'établir des plans simples de gestion, etc. Donc, le contrôle de la ressource n'est pas total. Et on passe de ce que Brédif et Christin ont appelé le commun substantif à un commun normatif, donc qui est un commun qui se fait ensemble à plusieurs. Donc, à partir de là, si on est sur un bien commun qui se fait ensemble à plusieurs, donc une action commune, on arrive sur ce qui est implicite à la question de l'action commune, c'est la question de la justice. Et là c'est les travaux je me suis penché plus sur des travaux de philosophie politique et de géographie politique, en m'inspirant notamment de Rawls, l'adhésion de tous est indispensable pour une action commune. Ça, c'est les travaux de Rawls. Donc ça veut dire que, puisque la typologie néoclassique d'un bien purement économique est inopérante, il faut une des conditions pour comprendre cette transition et cette tension, comprendre qu'il y a attribution d'une valeur politique sur le bien commun, sur le bois énergie, que dès lors qu'on dépasse une seule valeur économique, on est sur un contrat social, puisque dès lors que l'État s'engage dans ses politiques énergétiques à mobiliser tant de tonnes de bois de bois énergie, le droit de propriété est remis en cause et il y a attribution d'une valeur publique et la création d'une obligation donc, sur cette ressource. Et donc ça va reconfigurer, deuxième condition de compréhension, le rapport à la ressource et reconfigurer notamment les droits de propriété en établissant une responsabilité commune qui va amener à partager le pouvoir autour de cette ressource. Et donc, ça va contribuer également, troisième condition, à reconfigurer les pouvoirs régionaux, puisque l'élaboration d'observatoires de la ressource vont contribuer à établir des intelligences territoriales, c'est-à-dire des compétences, donc un pouvoir sur la ressource, un pouvoir abandonné par l'État, et qui va contribuer à faire de l'énergie un vecteur des politiques territoriales. Donc je conclurai simplement en disant que ces ambiguïtés du bois énergie, cette tension implicite entre intérêt privé, intérêt public, qui est sa mise en lumière à partir des différentes traductions, permet de montrer comment se reconstruit une valeur et que les politiques héritées d'une grille de lecture disciplinaire néoclassique est inopérante et qu'il y a un besoin de renouveler cette grille d'analyse. Donc par rapport au capital environnemental, c'est ça qui m'a interpellé et que j'ai eu envie de venir soumettre de manière spontanée. Donc c'était vraiment une démarche, peut-être par rapport à d'autres démarches plus construites, notamment par l'équipe Géolab. C'est une démarche peut-être un peu plus décalée, mais j'ai eu envie de venir confronter et voir quelle réaction ça pouvait susciter aujourd'hui. Donc en amenant ces deux fonds de recherche particuliers, qui est la question de la géographie des transitions et puis celle du bien commun et la construction de valeur. Merci Antoine. Merci.